Bien, nous pouvons commencer l'audition. Bienvenue à Monsieur Antonio Someni, qui nous fait l'honneur et le plaisir de nous rejoindre pour cette audition de la mission d'information, je répète à chaque fois, désolé, consacrée à la création, la diffusion et à l'acquisition des connaissances. Comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Tel est le thème de notre travail, qui durera à peu près 6 mois. Donc la première phase de nos auditions était consacrée à ce que nous pourrions appeler une introduction à l'intelligence artificielle avec des chercheurs, des experts, des entrepreneurs. Nous avons essayé de saisir en quoi ces technologies, au pluriel, puisque on nous a bien expliqué que les intelligences artificielles étaient multiples, représentaient une rupture cognitive, anthropologique, philosophique. Nous entamons cet après-midi une deuxième phase consacrée aux usages et effets de l'intelligence artificielle sur la création. La troisième et dernière phase, qui sera organisée au printemps, visera à s'intéresser plus avant aux enjeux éducatifs. Il n'est pas interdit d'en parler aujourd'hui. Ceci étant posé, nous avons le plaisir d'accueillir pour commencer M. Antonio Someni, qui est professeur de théorie du cinéma, des médias et de la culture visuelle à l'université Sorbonne Nouvelle et membre de l'Institut universitaire de France. Ma collègue Céline Calvez et moi-même vous souhaitons, monsieur le professeur, la bienvenue au sein de cette commission. Il nous a paru important d'associer autant que possible les universitaires à la conduite de notre mission et vous en êtes un éminent représentant. Vos travaux portent notamment sur les liens entre la création et les nouvelles technologies. Vous entendre nous a paru d'autant plus pertinent que vous êtes particulièrement intéressé à l'évolution de notre rapport aux images, notamment, mais pas uniquement, cinématographiques, dont on peut dire sans trop s'avancer qu'il sera profondément affecté par la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Vous nous pourrez également nous dire un mot, si vous le souhaitez, des conclusions que vous tirez de l'organisation de l'exposition Le Monde selon l'IA, présentée au Jeu de Paume l'an dernier, et dont vous avez été l'un des commissaires. Donc, sans plus attendre, je vais vous passer la parole pour un propos liminaire de 10 minutes, à la suite de quoi, Madame la rapporteure vous posera des questions qu'elle a préparées à votre attention. Je vous en prie. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci de m'avoir invité pour cette audition. Donc, je préparerai un propos liminaire d'une dizaine de minutes qui touche déjà certaines des questions qui m'ont été posées avec le questionnaire. Et après, je serai prêt à répondre à vos questions et je vous adresserai ce propos et mes réponses aussi par écrit à la suite de cette audition. Donc, je commence avec une présentation. Je suis professeur de théorie du cinéma, des médias et de la culture visuelle à l'Université Sorbonne Nouvelle. Et lors des 4 dernières années, j'ai aussi été professeur invité dans 2 universités américaines, à Yale en 2022 et à Harvard en 2024 et 2025. Je suis aussi membre senior donc, de l'Institut universitaire de France, où je travaille sur un projet de recherche intitulé « L'impact de l'IA sur la culture visuelle et les pratiques artistiques contemporaines ». En parallèle avec mes activités de recherche et d'enseignement, je suis aussi commissaire d'exposition d'art contemporain, de photographie et de cinéma. En 2025, j'étais en effet commissaire principal de l'exposition Le Monde selon l'IA au Jeu de Paume, une exposition qui, sous des formes variées, sera présentée cette année dans des importants musées d'art contemporain en Allemagne, à Francfort et au Brésil, dans les villes de Campinas et de Sao Paulo. En ce moment, je travaille aussi à un nouveau projet d'exposition, toujours sur IA et art contemporain, pour le musée d'art, architecture et technologie de Lisbonne, au Portugal. Depuis presque 10 ans, mes activités de recherche concernent l'impact des technologies dites d'intelligence artificielle sur la culture visuelle contemporaine. Ces recherches m'ont permis de constater que l'IA est en train de transformer profondément la nature et le rôle des images au sein de nos cultures et de nos sociétés. Algorithmes et modèles d'IA réorganisent actuellement la manière dont les images sont captées, générées, modifiées, diffusées, décrites et vues. Les caméras de nos smartphones contiennent des modèles d'IA qui interviennent au moment même de la prise de vue et effectuent, sans que leurs utilisateurs en soient conscients, plusieurs opérations de réglage et d'optimisation. Des modèles d'IA générative commercialisés par des sociétés privées américaines comme OpenAI, Midjourney, Google, xAI ou Meta permettent à un vaste public de produire ou modifier des images fixes en mouvement à partir de prompts écrits, et cela pour effet la diffusion à travers les réseaux sociaux d'une masse d'images générées, souvent répétitives et stéréotypées, pour lesquelles on utilise désormais le terme anglais de AI slop. Des algorithmes de recommandation régissent la circulation et la réception des images à travers les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, Facebook et X. Et finalement,
des modèles de vision par ordinateur et de reconnaissance faciale, largement adoptés non seulement par les géants de la tech, mais aussi par les États, analysent sans cesse les images qui circulent sur Internet pour en extraire des informations et des données. En général, on peut donc dire que la culture visuelle contemporaine est entièrement innervée par des systèmes d'intelligence artificielle qui transforment notre rapport aux images et notre imaginaire. Parmi les derniers développements dans ce domaine, j'aimerais en souligner 3 en particulier. Premier, le fait que le champ de l'IA générative, quand on parle d'images mais aussi de textes, est concentré aujourd'hui dans les mains d'une poignée de sociétés privées américaines qui agissent dans un cadre de forte opacité, sans donner accès aux modèles ni aux datasets d'entraînement. Un cadre très problématique et même dangereux, à mon avis, compte tenu de la position hégémonique de ces sociétés à travers le monde, à l'exception de la Chine, qui a son propre écosystème d'IA. Deuxième phénomène, la prolifération d'images et de vidéos hautement photoréalistes, mais générées par IA. Une prolifération qui remet radicalement en question la confiance, déjà fortement affaiblie, dans la valeur documentaire des images photographiques et vidéographiques. Une perte de confiance donc envers l'idée que les images puissent être documents, témoignages, preuves. Troisième point, l'utilisation d'images générées par IA, souvent sous la forme de mèmes, de memes, hautement provocatoires et capables de circuler de manière virale, comme nouvelle forme de communication politique de la part de gouvernements comme l'administration Trump aux États-Unis, les gouvernements de Milei en Argentine, ainsi que de partis comme l'AfD en Allemagne ou la Lega en Italie, et beaucoup d'autres. Pour ce qui concerne les pratiques artistiques dans le champ visuel et audiovisuel, l'impact de l'IA est très différent selon les domaines. On ne peut pas parler de la même manière de l'art contemporain dans les musées et les galeries, des films à gros budget, du cinéma documentaire ou expérimental, des séries télévisées, de photographie de reportage ou de la photographie publicitaire, de l'illustration, du graphisme. Souvent, je trouve on fait un peu l'erreur de parler de création en général, quand en fait ce sont des domaines, des mondes de la création et de l'art très, très différenciés. Dans ces différents champs, selon les situations, l'IA joue des rôles différents. D'un côté, elle remplace les techniques et des opérations et risque de conduire à la disparition de certains métiers aux capacités professionnelles. De l'autre, elle donne accès à des outils qui permettent à un large public d'avoir accès à la création d'images fixes et à mouvement, de sons, de musique, de voix synthétiques. D'un côté, comme je l'ai déjà dit, elle attire un vaste public vers un nombre réduit de modèles d'IA générative produits par une poignée de sociétés américaines, avec un effet de concentration problématique. De l'autre, quand on fait recours à des modèles d'IA open source, en libre accès, elle ouvre la possibilité de concevoir l'IA autrement, comme une forme de création plus ouverte, collective, transparente. L'utilisation des modèles open source permet aussi de réduire de manière très importante le coût énergétique de l'utilisation des modèles d'IA. Générer une image avec ChatGPT, donc un modèle privé, par exemple, n'a pas du tout le même coût énergétique et le même impact environnemental que générer une image avec le modèle Stable Diffusion en accès libre, téléchargé sur son propre ordinateur. Face au tournant technologique majeur que nous sommes en train de vivre, l'art contemporain joue, à mon avis, un rôle particulièrement important. En 1964, dans son livre « Understanding Media » pour comprendre les médias, le théoricien des médias canadien Marshall McLuhan écrivait que face à la transition en cours à l'époque entre ce qu'il appelait l'âge mécanique et l'âge électrique, dont le médium central était pour lui la télévision, les artistes étaient souvent en train de produire des œuvres qui agissaient comme, je le cite, des social navigation charts, des cartes de navigation sociale, capables de proposer au public des coordonnées pour s'orienter dans un contexte entièrement bouleversé par de nouvelles technologies. Aujourd'hui, je crois que nous sommes dans une situation semblable. Face aux transformations anthropologiques profondes que nous vivons actuellement, il y a des artistes capables de produire des œuvres qui nous aident à réfléchir sur ce qui passe, que ce soit pour dénoncer les risques posés par le déploiement massif de systèmes de surveillance et de reconnaissance faciale ou pour analyser l'impact environnemental de ces technologies, que ce soit pour redécouvrir ce qui est propre à l'humain face à des systèmes qui imitent l'humain ou pour développer de nouvelles formes d'interaction avec l'IA, en développement notamment des systèmes d'IA ouverts, collectifs, transparents, respectueux des droits d'auteur.
Plusieurs de ces artistes étaient présents dans l'exposition au Jeu de Paume. Je pense à Kate Crawford de Vladan Joler, Trevor Paglen, Hito Steyer, mais aussi ici en France, où il y a une scène très riche d'artistes qui travaillent de manière critique avec l'IA, Grégory Chatonsky, Julien Prévieux, Gwenola Wagon, Justine Aymar et d'autres. L'expo Jeu de Paume était une exposition qui présentait le travail d'artistes français internationaux qui, pendant les 10 dernières années, ont réfléchi sur ce que veut dire faire expérience du monde selon ou à travers l'IA. En d'autres mots, ce que veut dire percevoir, imaginer, penser, se souvenir, écrire, travailler, interagir avec les autres dans un monde où des algorithmes et des modèles d'IA sans filtre à travers toutes les strates de nos cultures et de nos sociétés. Le bilan de l'exposition au Jeu de Paume a été très positif. L'exposition a été visitée par 90 000 visiteurs, qui deviendront beaucoup plus si on prend en compte son itinérance en Allemagne et au Brésil. Elle a fait l'objet d'une large couverture de presse avec plus de 400 articles, comptes rendus, entretiens à travers journaux, radio, télévision en France et à l'étranger. L'équipe du Jeu de Paume m'a dit qu'il s'agit de la plus large couverture de presse dans l'histoire du musée depuis sa transformation il y a 20 ans en espace d'exposition dédié à l'art contemporain, la photographie et le cinéma. Il s'agit aussi, je pense, d'un exemple de comment une exposition d'art contemporain peut contribuer au débat public en France et ailleurs sur les enjeux sociétaux de l'IA. Et c'est ce que j'espère pouvoir faire aussi en Allemagne, au Brésil et au Portugal. Je me permets quand même de proposer ici quelques mesures qu'on pourrait prendre dans le champ de l'art pour faire face à cette situation. Tout d'abord, plusieurs artistes m'ont signalé que leurs demandes de subvention pour la production d'œuvres impliquant de l'IA ont été rejetées par le CNC, par d'autres instances, souvent en raison du fait qu'il y avait de l'IA dedans. Et cela, je trouve, est vraiment problématique. Il faut que les instances qui soutiennent la création artistique puissent avoir des commissions spécifiques pour ça et puissent aussi soutenir cette nouvelle forme de création en tenant compte que la création avec l'IA n'est pas un bloc uniforme, mais qu'il y a plusieurs approches, plusieurs méthodes. Ensuite, il est important aussi de favoriser une réflexion sur ce que veut dire faire de l'art avec l'IA pour développer au niveau français une politique des auteurs avec l'IA, c'est-à-dire des approches à l'IA qui soient en ligne un peu avec l'importance que la France, dans le champ du cinéma, de la photographie, de l'art en général, a toujours donné au rôle des auteurs. Je termine finalement avec quelques remarques sur mes activités d'enseignement et surtout sur les problèmes que l'IA pose à l'université en tant qu'enseignant-chercheur. En France, il me semble, le débat sur l'IA et sur ses enjeux est très riche et varié. Et cela est vrai aussi pour les universités et pour mon université en particulier, la Sorbonne Nouvelle, où nous avons créé un observatoire sur l'IA destiné à devenir dans les années à venir, on l'espère, un forum de discussion très important. Il y a quand même des points que j'aimerais souligner et dont j'ai un peu parlé aussi avec des collègues en vue de cette audition. Plusieurs m'ont souligné le fait que ne pas avoir accès à une IA qui soit souveraine et sûre au niveau européen freine l'adoption d'une stratégie institutionnelle. Les enseignants, par exemple, de la Sorbonne Nouvelle demandent souvent des abonnements à différentes IA. Et notre université, qui a un accord avec Google, notre système email est géré par Google, leur propose Gemini, l'IA de Google. Mais on n'a pas les moyens pour passer à l'échelle. Il y a aussi la question de la sécurité des conversations et des données qui circulent dans les échanges avec ce chatbot. Cette situation que nous avons à la Sorbonne Nouvelle est la même dans d'autres universités, dans la plupart des universités orientées Arts, Lettres et Langages, ou SHS, Sciences humaines et sociales. Et les investissements au niveau, bien sûr, national et européen dans une IA souveraine et sûre pour les institutions de l'État, dont les universités, semblent donc être une priorité. Ensuite, les stratégies concernant l'IA et les universités au niveau français devraient impliquer, il nous semble, non seulement les universités orientées vers les sciences dures, mais aussi les universités orientées AL et SHS, qui sont celles qui peuvent donner une grande contribution à la réflexion sur les enjeux cognitifs, politiques et sociétaux de l'IA. C'est au sein de ces universités qu'on peut réfléchir sur comment construire des IA responsables et adaptées aux valeurs d'inclusivité, de diversité culturelle, d'éco-responsabilité, qui sont en ce moment, il faut le dire, largement ignorées par les géants de la tech américains.
Finalement, notre université en particulier a répondu à l'appel CMA, compétences et métiers d'avenir, avec un projet qui s'appelle Integria, intégrer l'IA dans les formations en HAL et SAH. Et on fait toute une série d'initiatives pour augmenter la connaissance de l'IA au niveau de la licence, du master et bien sûr du doctorat. Ceci dit, on constate des graves formes de paresse cognitive, une grave perte de maîtrise de l'écriture et des processus d'élaboration d'une pensée critique et originale. Et ceci est en train de se passer partout, non seulement en France, mais je peux vous l'assurer en étant rentré il y a seulement quelques semaines de Harvard, la même chose se passe aux États-Unis. Et donc, il faut œuvrer pour sensibiliser les étudiants au biais des IA génératives et aux enjeux cognitifs, éthiques et juridiques liés à leur utilisation. Et en général, au niveau universitaire, il faut renforcer, il nous semble, l'éducation à l'informatique, aux médias numériques et à l'IA, quelle que soit la discipline et les formations. Finalement, plusieurs collègues m'ont souligné aussi le risque que les institutions, les universités deviennent dépendantes de modèles qui pourraient disparaître ou être désactivés. Modèles d'IA de sociétés d'IA qui font faillite, modèles d'IA qui sont désactivés parce que obsolètes, etc., etc. Voilà, je termine avec ces remarques. Je vous remercie encore beaucoup et je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Someni, pour ce propos liminaire. Je passe la parole à Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Someni. Alors, vous avez abordé la question de la souveraineté, de la sécurisation des données, et puis la question de la fin de ces modèles. Moi, je voulais les prendre au début. Et le début, c'est notamment l'entraînement des modèles et l'entraînement sur des données qui sont parfois des œuvres et donc issues de la création artistique. Je voulais avoir votre point de vue sur la question de l'autorisation et de la rémunération des auteurs, artistes ou ayants droit sur l'utilisation de leurs œuvres pour l'entraînement des IA. Que pensez-vous des pratiques actuelles et comment éventuellement on pourrait rendre les choses un peu plus justes au niveau du partage de la valeur? Oui, je pense qu'idéalement, il faudrait que les artistes puissent donner l'autorisation à l'utilisation de leurs images couvertes par droit d'auteur pour l'entraînement de modèles d'IA et qu'ils puissent être rémunérés pour l'utilisation de ces modèles qui ont été entraînés avec leurs œuvres. Ceci dit, la situation actuelle semble empêcher cette possibilité, mais il y a des projets artistiques de grande échelle que je suis avec beaucoup d'intérêt, notamment un projet qui est mentionné aussi dans les questions qui m'ont été envoyées, qui s'appelle Public Diffusion, développé par deux artistes basés à Berlin, Holly Hernon et Matt Dryhurst. Ce modèle est un modèle en libre accès qui a été entraîné avec 40 millions d'images qui sont soit libres de droit, soit donnés volontairement par des artistes qui ont décidé de participer à cet entraînement. Et ces artistes ont aussi élaboré un cadre juridique qui permettra la rémunération des artistes qui ont participé à ce projet une fois que le modèle sera accessible et commercialisé. Donc, il y a des possibilités alternatives. Il ne faut pas penser que la situation actuelle est la seule possible. Et à mon avis, ce serait bien qu'au niveau européen, pas seulement français, on aille dans cette direction. Merci beaucoup. On a effectivement eu des auditionnés qui nous ont fait part de leurs initiatives. Par exemple, des sénateurs ont déposé une proposition de loi qui, au niveau français, inverse la charge de la preuve et demande aux développeurs de modèles d'IA de prouver qu'ils n'ont pas utilisé des œuvres. Qu'en pensez-vous ? Et ça me semble une revendication juste, peut-être très difficile à mettre en place quand il s'agit de modèles entraînés avec souvent des milliards d'images. Et donc, je pense que la solution passe soit par la création vraiment de nouveaux modèles dont des datasets d'entraînement au début sont conçus de la manière que je viens de décrire, soit peut-être à travers des formes juridiques de rémunération des artistes qui
peuvent montrer que leurs œuvres ont été utilisées, mais là on entre dans un cadre juridique que je ne maîtrise pas assez. Mais c'est très compliqué parce que si on pense par exemple au modèle Stable Diffusion, qui est le modèle en accès libre, il a été entraîné en 2022 avec 5 milliards d'images et textes connectés. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes artistes que j'ai évoqués qui ont créé une plateforme qui s'appelle Have I Been Trained? Est-ce que j'ai été entraîné? Qui permet à des artistes de savoir si certaines de leurs images sont finies dans ce dataset d'entraînement. Mais le problème, c'est que les sociétés privées américaines ne dévoilent pas du tout leur dataset d'entraînement. Donc, comment pouvoir découvrir si des œuvres ont été intégrées dans cet dataset ou pas? Merci. Ça fait écho à l'opacité et la concentration que vous avez pu mentionner plus haut. Vous avez, dans votre propos introductif, bien souligné qu'il y avait d'un côté des IA qui remplaçaient aussi bien des techniques qu'aussi des métiers, mais que aussi, et peut-être paradoxalement, ça permettait au grand public de devenir créateur. Et donc j'ai envie de vous poser la question, à quel moment on devient créateur et à quel moment les interactions entre nous les humains et ces IA nous permettent de garder ce qui fait l'originalité de la création? Alors, en effet, encore une fois, selon les différents champs du champ de la création artistique, il y a des situations très, très différentes. Dans certains cas, en effet, les modèles d'IA générative permettent de bypasser, on pourrait dire, à toute une série d'opérations, de métiers et de compétences qui donc risquent de mener à la suppression de certains emplois ou à la réduction de certains emplois, etc. En même temps, de l'autre côté, il y a cet accès, cette possibilité qui s'est déjà manifestée il y a plusieurs années avec l'arrivée de YouTube, la démocratisation des caméras numériques ou encore les smartphones, etc. La possibilité pour un plus grand public d'accéder à des formes de création visuelle et audiovisuelle qui peuvent éventuellement devenir des formes d'art. Alors, la question de quand une création visuelle audiovisuelle devient de l'art, c'est une question qu'on peut aborder d'un point de vue presque sociologique. Je dirais, c'est le moment où cette création est présentée dans un cadre marqué comme artistique, galerie, musée, programmation filmique, etc. Et donc, il y a eu quelqu'un qui l'a reconnu comme artistique et qui le propose en public dans un cadre artistique. Je trouve difficile d'établir des critères de valeur abstraites qu'on appliquerait pour savoir si une image est art ou pas. C'est un peu le système de l'art qui produit ce type de différenciation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a aucune compétence, par exemple, de tournage avec une caméra ou de logiciel de montage, captation des sons, etc., peut produire des films, peut produire des œuvres. Et cela, donc, ouvre un potentiel élargissement du champ de l'art. Je ne parlerai pas de démocratisation, c'est un terme que j'utilise très peu par rapport à ça, parce que la situation que nous avons en ce moment est d'une grande concentration, on pourrait dire presque hégémonique, oligarchique des modèles d'IA, mais c'est quand même, voilà, c'est l'accès à des moyens de création pour un public qui n'y avait pas accès jusqu'ici. Voilà. Et pour ce qui concerne la part humaine dans le processus de création, ce que j'ai pu constater en suivant de près le travail des artistes que j'ai inclus dans l'expo Jeux de Paume, c'est que leurs choix, leurs idées, leurs envies, etc., étaient toujours très, très présents, même quand ils utilisaient des modèles d'IA. Donc, on est loin de l'idée qu'on crée un film ou une œuvre avec 3 mots et un clic. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus complexe qui souvent passe par l'enchaînement des différents modèles, par tout un travail non-IA à travers tout le processus de création, etc., etc. Donc, il faut un peu sortir de cette idée qu'avec l'IA, la création artistique devienne entièrement automatisée, parce que ce n'est pas le cas. Merci beaucoup. Vous avez fait part du refus de soutien de subvention par certains organismes pour des œuvres qui intégraient l'IA.
vous sembliez le regretter. Est-ce que vous pouvez préciser quel est le risque de ne pas se voir se reconnaître le caractère d'œuvre pour les artistes eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble de la création universelle? En gros, est-ce que on n'est pas en train de passer à côté d'une reconnaissance de ce qu'est l'art et d'être un peu décourageant aussi pour l'utilisation de l'IA dans le cadre de la création? Oui, alors ce dont j'ai parlé est quelque chose que j'ai appris en discutant avec certains des artistes français qui ont participé à l'expo, qui ont demandé des subventions et qui les sont vus refuser de la part d'instances comme le CNC et d'autres en raison du fait qu'il y avait de l'IA. Ce sont des demandes qui ont été faites en 2024, donc il est possible qu'aujourd'hui la situation soit changée un peu. En tout cas, ce qui me semble important, c'est que dans les commissions qui évaluent ces propositions, il y a des gens qui sont vraiment compétents pour ce qui concerne les relations entre art et IA, et qui puissent donc évaluer ces projets et en reconnaître le statut proprement artistique quand c'est le cas, et ne pas les condamner ou les rejeter d'emblée parce qu'on fait recours à de l'IA. Il est possible que ces réponses négatives aient été une sorte de réflexe dans une situation assez initiale, 2024, et qu'aujourd'hui les choses se soient développées un peu, mais c'est un vrai problème. Et je ne pense pas qu'on ait besoin de créer... Moi, je suis vraiment contre l'idée de créer une sorte de label AI Art. Je pense que l'IA, comme le numérique, va s'infiltrer dans tous les domaines de la création artistique. Et donc, je pense que c'est au CNAP, c'est aux institutions qui soutiennent la photographie, aux celles qui soutiennent le cinéma, de savoir évaluer ces demandes. Il ne faut pas créer quelque chose ad hoc pour un secteur artistique qui serait celui de l'art avec IA. À mon avis, il ne faut vraiment pas séparer la création avec IA de l'ensemble de la création artistique. Merci beaucoup, surtout que vous avez pu souligner que parfois on utilise l'IA sans le savoir, et donc il ne faudrait pas se voir disqualifié parce qu'on a utilisé un outil dont on pensait qu'il était exempt d'IA et pourtant on l'a utilisé. Vous êtes un spécialiste de la culture visuelle. Je voulais savoir, devant la prolifération d'images, comme vous le disiez, qui semblent réalistes, qu'est-ce que vous pouvez constater déjà chez le public dans son appréhension des images qui l'entourent? Qu'est-ce qui, depuis l'arrivée, en tout cas la démocratisation de l'IAG, fait changer dans notre regard, et quelles sont les opportunités, mais aussi les dangers que vous voyez dans cette évolution? Pour ce qui concerne cette circulation massive d'images photoréalistes, mais générées par IA, je vois surtout des dangers. Des dangers de perte de confiance, comme je disais, dans la valeur documentaire, dans la valeur de témoignage, de preuve des images. Dans des situations politiques très très tendues comme celle qui se passe en ce moment aux États-Unis, où des centaines de vidéos circulent sur ce qui se passe avec ICE, l'immigration, etc., etc., je vois dans les réseaux sociaux énormément de vidéos fausses qui peuvent avoir des milliers, dizaines, des milliers, centaines de milliers de likes, de retransmis, rediffusions, etc., etc. Et là, c'est un vrai problème. Il faut absolument développer des outils de détection des images générées. Je sais que certaines sociétés de l'IA vont dans cette direction. Par exemple, Google l'a fait pour les images générées avec Gemini. Le problème, c'est que Gemini n'est qu'un des outils possibles. On peut générer des images avec ChatGPT, Meta, Grok, etc., etc. Donc, il faudrait qu'il y ait peut-être une intervention au niveau législatif qui oblige à insérer pas seulement au niveau visuel, mais au niveau de la construction du fichier numérique de ces images, quelque chose qui permet de détecter comme image générée. Autrement, on risque de perdre cette confiance déjà quand même très affaiblie dans la valeur de preuve des images photographiques, avec peut-être une augmentation ultérieure de ces chambres échos, de ces, cette polarisation du panorama politique, de méfiance envers ce qu'on voit, ce qu'on écrit, etc., etc.
Après, dans le champ de l'art, beaucoup d'artistes s'emparent de cette ambiguïté et en font quelque chose de très très intéressant d'un point de vue artistique, notamment par exemple en produisant des documents qui ont l'air d'être des documents d'archives, qui nous font penser l'histoire autrement, qui proposent des histoires alternatives, contrefactuelles, etc. Mais ce sont quand même des phénomènes intéressants quand ils sont présentés à l'intérieur dans un espace artistique. Quand ce sont des quantités énormes d'images photoréalistes qui circulent sur Internet, là je vois surtout des dangers et des problèmes. Vous parlez d'une incitation à ce qu'on puisse détecter les images qui ont été générées, notamment en mettant dans les fichiers même ou dans les processus même qui ont fait générer des traces de cette intervention. Quel est pour vous le rôle ou le devoir de ce que doivent être les générateurs, enfin, pardon, les moteurs d'IA dans cette détection? En fait, vous avez parlé de Google qui l'a mis en place, mais de manière partielle. Est-ce qu'il y a de l'intérêt de ces IA d'indiquer ce qu'elles permettent de faire? En ce moment, il y a des situations très très différentes. La position de Google n'est pas du tout celle de xAI, la société d'Elon Musk, et d'autres. Donc, mais peut-être qu'au niveau européen, encore une fois, on pourrait obliger à mettre ces marqueurs dans les images générées. Après, les réseaux sociaux sont des réseaux quand même qui existent au niveau global, donc une législation qui s'impose au niveau européen, on ne peut pas l'appliquer ailleurs, etc. Mais les réseaux sociaux comme Instagram, par exemple, invitent les utilisateurs à signaler s'ils ont fait recours à quelque forme de l'IA. Certains le font, mais c'est laissé aux utilisateurs, et donc c'est pas très... Et d'autres grocs en particulier, en ce moment, semblent être poussés par une vision qui n'a aucun intérêt à promouvoir le fact-checking et le contrôle de la véracité de certaines informations. Ils semblent aller vraiment dans la direction opposée. On parle des outils de détection. Je pense que vous vous invitez aussi à ce qu'on encourage l'esprit critique, tout en conservant la confiance des populations dans la valeur de ce qu'est une image. Quel est, d'après vous, le rôle des artistes à aiguiser cet esprit critique? Est-ce que les artistes qui utilisent l'IA peuvent nous aider à adopter le bon esprit critique? Absolument oui. Ce sont exactement le type d'artistes que j'ai choisi pour l'exposition au Jeu de Paume. Des artistes qui abordent l'IA en termes critiques. Et par critique, je ne veux pas nécessairement dire en termes négatifs, mais en termes réflexifs, en termes qui invitent le public à réfléchir sur les enjeux de cette technologie. Et donc, il y en a qui, par exemple, ont fait des œuvres qui soulignent les biais inhérents au système de reconnaissance faciale et des émotions, d'autres qui alertent sur les risques du déploiement massif des systèmes de vision artificielle, d'autres encore qui essayent de donner visibilité à ces millions de travailleurs du clic qui travaillent dans le monde, surtout dans le sud global, pour contribuer à l'entraînement de ce modèle, et d'autres encore qui nous invitent à réfléchir sur les enjeux de l'IA générative. Donc le rôle de l'art est très très important, mais j'aimerais souligner aussi le rôle de l'université. Il faut que nous puissions former nos étudiants à tous les niveaux. Là, je parle d'université, mais bien sûr, on pourrait parler de lycée, de collège, etc. Mais développer une vraie alphabétisation par rapport à ces technologies, une capacité de savoir comment, au moins en termes généraux, comment elles fonctionnent, comment elles sont entraînées, connaître les biais, par exemple savoir que au moment actuel, les données d'entraînement proviennent surtout du monde occidental, surtout des pays des États-Unis et des pays européens, qu'il y a toute une série de cultures qui sont complètement sous-représentées, de langues que l'IA peut parler, mais
seulement grâce à des traductions, mais en faisant tout son raisonnement et son entraînement avec des données en anglais, etc., etc. Il faut vraiment éduquer les jeunes à connaître ces outils pour que cette paresse cognitive qu'on constate soit au moins mise en question. Savoir que s'ils délèguent entièrement leur pensée, leur manière d'écrire à des modèles, ils délèguent à des modèles qui ont vraiment des potentiels, mais aussi des limites très, très importantes. Le fait de montrer qu'il faut douter de chacune des images que l'on peut voir, est-ce que ça ne conduirait pas les populations à ne plus vouloir voir d'images ? De la même façon qu'on a parfois beaucoup d'informations, on peut constater chez certains une fuite en disant de toute façon il y a trop d'informations, je ne sais pas par où commencer, donc je le fais. Est-ce que vous avez déjà perçu une fuite de l'image parce qu'on n'arrivait plus à distinguer ce qu'était une véritable image d'une fausse image? Mais ça fait longtemps, je dirais presque un siècle, qu'on parle de ce que les Allemands appellent le Bilderflut, le flux d'images qui nous envahit, qui nous aveugle, etc. Et ce flux n'a pas cessé d'augmenter avec l'introduction d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Et je n'ai pas encore vu de rejet des images en général. Ce que je vois, c'est malheureusement la tendance un peu à canaliser son attention envers certains champs médiatiques qui peuvent être pour certains TikTok, pour d'autres Instagram, etc. Et des jeunes qui, par exemple, reçoivent leurs sources d'informations, même sur des questions politiques, etc., de ces réseaux sociaux-là. Et donc, c'est pas qu'on rejette les images en général, mais on regarde seulement celles qui arrivent là. Et si là-dedans, il y a toute une masse de AI slop, comme on l'appelle, voilà, il y a une perte d'orientation, une perte de confiance à la capacité des images de documenter, de témoigner. Et ça, c'est un scénario auquel on n'est pas préparé. L'idée qu'il puisse y avoir une telle méfiance envers l'image, le visuel. Pour l'instant, je ne constate pas ce rejet, mais c'est un phénomène assez nouveau, donc il faudra voir ce qui se passe dans les mois et années à venir. Merci beaucoup. La France peut s'enorgueillir, à l'instar aussi d'autres pays européens, mais d'avoir une véritable place dans le monde pour son cinéma, mais aussi plus largement pour les industries culturelles et créatives. Vous avez une expertise particulière sur le visuel. Comment voyez-vous la position de la France sur le cinéma par rapport à ce que les autres nations promeuvent en termes de cinéma audiovisuel en général? Est-ce que la France tient son rang en embrassant justement ce qui peut être aidé par les IA et depuis plusieurs années, ou est-ce qu'on est en train éventuellement de se laisser envahir par d'autres offres parce qu'on n'arriverait pas assez à prendre conscience de ce que l'IA transforme dans notre façon de voir? Moi, je pense que ce qui a fait historiquement la force de la France dans le champ du cinéma a été notamment ce que j'appelais avant le cinéma d'auteur, le fait de pouvoir développer et défendre une politique des auteurs. Et je pense que le moment est venu maintenant de appliquer le même type de stratégie et de politique envers la création avec IA. Il faut développer des formes de financement, des espaces de réflexion, d'enseignement, de pédagogie pour développer une politique des auteurs dans le champ de l'art avec l'IA. Et la France, je trouve, pourrait vraiment continuer sa mission et prolonger cette politique qui a eu autant de succès lors du dernier demi-siècle en faisant une politique dans ce sens. J'ai constaté vraiment la richesse dans tous les sens du terme, intellectuelle, créative, expressive, des artistes qui travaillent avec l'IA en France. Et je pense qu'on peut être vraiment protagoniste dans ce champ, mais il faut quelque forme d'accompagnement budgétaire, mais aussi en termes d'espace de réflexion, de centres d'études. Je ne sais pas si quelque chose de l'équivalent des grandes écoles de la photographie, du cinéma, en tout cas accompagner une politique des auteurs dans le champ de la création avec l'IA.
Oui, monsieur le professeur, à la fin de votre propos liminaire, vous évoquiez la question en tant qu'enseignant-chercheur de l'université, et vous avez utilisé deux expressions, enfin, un petit peu inquiétantes, paresse cognitive, et puis baisse de la maîtrise de l'écriture. Ça, c'est encore pire, si je puis dire. Ça va peut-être de pair, mais enfin, pour la paresse cognitive, bon, on a toujours des étudiants plus paresseux que d'autres, d'autres qui, bon, au fond, ça ne fera pas beaucoup de différence entre ceux qui savent utiliser l'IA et ceux qui se laissent, au fond, remplacer par elle. Mais sur la question de la maîtrise de l'écriture, ça, c'est beaucoup plus préoccupant. Est-ce qu'il existe, à votre connaissance, des recherches sur ce point-là spécifique dans le domaine universitaire? Qu'est-ce que l'université entreprend pour se défendre elle-même, si je puis dire, en matière de transmission? Est-ce qu'il y a des équipes qui réfléchissent à cette question-là? Parce que c'est une question apparemment universelle. Enfin, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passe en Chine, mais en Occident, manifestement, le phénomène, vous parliez de Harvard, est très répandu, pas seulement, c'est pas franco-français. Alors, je voulais savoir s'il existe des pistes pour faire face à ce défi, tout de même. Certainement, il y a des équipes de recherche qui travaillent là-dessus. Je ne suis pas nécessairement la personne plus indiquée parce que mon domaine est plutôt image, culture visuelle, art visuel, mais je suis sûr que dans les champs des études littéraires, des études linguistiques, on se penche là-dessus. Quand je parlais de paresse cognitive, c'est le fait de s'habituer à une situation où on donne quelques prompts à un modèle d'IA et on lui dit « écris-moi un dossier sur ça » ou le professeur m'a donné à lire ces 3 textes, écris-moi un texte à partir de ces 3... Et voilà, et on délègue. Et ça, je le vois partout, chez mes enfants aussi, malheureusement. Et donc, c'est un vrai problème. Donc, la réponse des universités est très variée, mais pour l'instant, à mon avis, pas vraiment à la hauteur. Et ce qui m'a frappé à Harvard était le fait que là-bas, la politique semblait être plutôt celle de faire ainsi que tout le monde universitaire de Harvard intègre l'IA dans sa manière de fonctionner, plutôt qu'aller chercher les étudiants qui en font l'utilisation. Il y avait une grande tolérance et plutôt l'encouragement à s'emparer des modèles d'IA qui étaient donnés. Donc c'était la manière dont Harvard abordait ça. Chez nous, à la Sorbonne Nouvelle, on a donné aux étudiants un guide de l'IA pour augmenter leurs connaissances et on demande à chaque enseignant de choisir quels usages sont permis et quels sont interdits pour se faire un peu une idée aussi. Mais on n'est pas encore vraiment préparé. Et c'est un scénario vraiment un peu préoccupant. Et surtout aussi parce que l'IA remplace aujourd'hui de plus en plus aussi la recherche sur Google. Ça remplace Wikipédia. Personne presque ne va plus regarder les sites Internet mentionnés dans une recherche sur Google. On se contente de la réponse IA proposée par Gemini ou de la réponse fournie. Et là, c'est une concentration massive du savoir dans les réponses d'une poignée de 4, 5, 6 sociétés privées américaines. C'est vraiment quelque chose de très, très préoccupant. Dans les activités de recherche, si je peux aller voir ce que donnent les réponses d'un moteur de recherche, il m'est plus difficile d'aller voir ce qui va être répondu aux prompts éminemment différents des uns et des autres. Est-ce qu'à votre connaissance, les chercheurs ont accès aux résultats des requêtes, des prompts de personnes qui utilisent un des agents conversationnels, ou est-ce qu'il y a encore une plus grande opacité que ce que l'on peut voir, et ça nécessite aussi la combinaison entre le respect de la vie privée, des données privées, mais aussi l'accès à ce qui est vraiment disséminé comme connaissance auprès des différentes populations? Vous dites si des chercheurs ont accès à des données, par exemple, concernant les questions posées à ChatGPT, par exemple. À ma connaissance, non. Il y a des questions voilà, de privacy, des questions d'opacité des modèles, etc. Donc on ne peut pas faire des études de type même sociologique sur quelles sont les questions posées plus en général, etc. On sait qu'il y a ces usages d'ordre émotionnel, affectif qui se développent énormément. Mais à ma connaissance, ces sociétés ne fournissent pas ces informations. Donc parfois on se base sur les documents
que ces sociétés produisent pour raconter un peu ce qui se passe. Anthropic, en particulier, est une société qui adopte une posture un peu plus ouverte, transparente. Mais voilà, ce sont quand même toujours des sources provenant des sociétés elles-mêmes. Bien, nous arrivons au terme, M. Someni, de notre échange. Nous vous remercions beaucoup pour ce que vous avez apporté à cette audition. Moi, je retiens en particulier le fait que, selon vous, la création artistique reste radicalement humaine et que donc, d'une certaine manière, vous envisagez même la création d'un 10e art, qui serait l'art assisté par l'IA, mais qui aurait ce statut quand même de création artistique. Et ça, c'est une piste intéressante, je pense, pour nous tous. Merci encore et bon retour chez vous. Merci beaucoup.